Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine C'est la santé. On va parler de médecine nucléaire aujourd'hui. Alors elle permet d'obtenir des images fonctionnelles plutôt qu'anatomiques du corps, c'est-à-dire qu'elle permet de voir les organes en mouvement comme le cœur. En cas de problème cardiaque, le patient peut être amené à réaliser une scintigraphie myocardique, un examen d'imagerie médicale très perfectionné. Alors qui est concerné par cet examen? Comment ça se passe? Est-ce que c'est dangereux? Les réponses à vos questions avec le docteur Laurent Tessonnier, médecin nucléaire à l'hôpital Nord de Marseille, bonjour. Et le professeur Gérard Faugère, cardiologue, professeur de faculté de médecine à Marseille, bienvenue. Bonjour. Alors pour commencer, la cardiologie nucléaire, c'est quoi? Pourquoi nucléaire déjà, Laurent Tessonnier? Alors, tout d'abord, on parle d'une spécialité médicale qui est la médecine nucléaire. Il faut savoir que c'est une spécialité à part entière. C'est une spécialité qui repose beaucoup sur l'imagerie et elle va reposer sur l'utilisation de molécules radioactives. Donc en gros, dans la médecine nucléaire, qui est une grande spécialité, on va administrer au patient ce qu'on appelle un radiotraceur. Et cette molécule est composée de deux parties, qu'une particule froide, un vecteur, qui va nous permettre de voir où est distribué le médicament qu'on va donner, et d'une partie qui est radioactive, qui est la molécule radioactive qu'on va injecter au patient. Et cette partie radioactive émet des rayons et nos machines, on le reverra tout à l'heure, les machines que l'on a, les gamma-caméras, vont récupérer ce rayonnement pour fabriquer une image de où est parti le médicament, le traceur qu'on a injecté. Et dans cette spécialité, on a des traceurs, donc des médicaments dédiés à l'imagerie du cœur, notamment à la perfusion du myocardique, à la perfusion cardiaque. Et donc on fait de la scintigraphie myocardique. Après, il y a d'autres indications, on verra peut-être plus tard, de scintigraphie, d'imagerie cardiaque en médecine nucléaire. Alors du coup, quelles pathologies sont traitées, si on peut dire? En fait, qui sont vos patients? Quel est leur profil? Eh bien, tout le monde sait maintenant que les artères sont, avec le temps notamment, sujettes à se boucher par athérome notamment. Et il y a beaucoup de ce qu'on appelle des facteurs de risque qui favorisent cela. L'hypertension, le diabète, le tabac surtout, un vrai poison, et même l'hérédité quelque part. Et nos patients sont des patients qui sont suspects d'avoir une maladie des artères, notamment du cœur, les artères coronaires, soit qui ont déjà eu un problème coronarien, par exemple un infarctus du myocarde ou une dilatation d'une artère, qui heureusement sont toujours vivants, mais qu'il faut suivre des années entières dans une maladie qui continue à évoluer. Alors du coup, qui est-ce qui les envoie chez vous? Est-ce que c'est leur cardiologue qui du coup a suspecté quelque chose et qui leur dit venez voir, venez faire des examens supplémentaires? Comment ça se passe? Généralement, c'est le cardiologue du patient, parfois son médecin généraliste, mais souvent le cardiologue. Le patient est adressé à un cardiologue et quand il suspecte un problème cardiaque, il va rechercher une ischémie cardiaque, c'est-à-dire une souffrance du cœur quand le patient fait généralement un effort. Il va nous adresser ce patient-là. Donc on a un grand pied de recrutement par les cardiologues, essentiellement. Ce sont souvent des patients qui ont du coup des douleurs de quel ordre? Ça peut être comme des angines de poitrine, c'est ça? Alors l'indication de la scintigraphie myocardique se fait dans des cas assez précis, donc à la fois dans un cadre diagnostique, donc quand on a un patient face à soi qui a plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, mais qui a des signes typique, on va dire, de souffrance cardiaque où le patient se plaint déjà de douleur dans la poitrine quand il fait un effort, on ne va pas spécialement aller à la scintigraphie cardiaque, on va peut-être l'adresser directement au cardiologue qui ira faire une coronarographie, un acte un peu plus invasif. Mais le patient qui a un tableau, on va dire, un petit peu plus mitigé, pour lequel le cardiologue ne sait pas s'il y a vraiment une pathologie coronaire, donc des artères du cœur sous-jacentes, pour lequel la coronarographie serait peut-être un risque un petit peu trop important d'emblée. Il va aller plus loin pour dépister vraiment s'il y a une souffrance du cœur chez ce patient-là. Il va l'adresser à nous pour réaliser une scintigraphie myocardique pour chercher s'il y a un trouble de la perfusion cardiaque. Alors avant d'en dire plus, je vous propose de regarder ce reportage. Nous nous sommes rendus donc, au service de médecine nucléaire situé à l'hôpital Nord de Marseille. Ce service qui a accueilli plus de 1000 patients l'année dernière et représente 26% de l'activité de l'hôpital. Alors nous avons suivi Christian, un patient venu réaliser une scintigraphie myocardique. Reportage.
Christian a fait un infarctus du myocarde il y a 6 mois. Lors d'une opération, on lui a posé un stent dans une de ses artères du cœur. C'est une sorte de ressort en métal qui permet de laisser au mieux passer le sang vers le muscle cardiaque. Son cardiologue lui a demandé de venir quelques mois plus tard passer une scintigraphie myocardique de perfusion, l'examen de médecine nucléaire cardiaque le plus fréquent. Il permet d'étudier le fonctionnement général de son cœur et de visualiser les conséquences de son infarctus. Ce patient a des antécédents d'infarctus et le but de l'examen est de dépister chez lui une souffrance de ce muscle cardiaque, une souffrance persistante, parce qu'il y aurait un rétrécissement à nouveau à l'endroit où on a placé le stent, le ressort au niveau de l'artère coronaire. Dans un premier temps, le patient va passer un test d'effort. Pour étudier ses artères coronaires, on analyse les changements du flux sanguin vers le cœur au cours d'un exercice physique. Au début, c'est très facile, puis tout doucement, on monte la côte et vous continuez le plus longtemps possible. Si vous ressentez une douleur ou quoi que ce soit d'anormal, vous me prévenez. Au maximum de l'effort, on lui injecte un composé radioactif qu'il ne sentira pas, mais qui permettra de marquer les régions de son cœur qui reçoivent une irrigation suffisante. C'est courant. Encore que le vélo, bon, parce qu'il y a l'épreuve d'effort classique aussi, qui permet de voir au niveau de la tension et au niveau du rythme cardiaque à l'effort les trucs. Donc ça, j'ai dû en faire une vingtaine. Donc on pédale sur un vélo avec... c'est le même type d'examen, mais sans injection, sans perfusion. Dans un second temps, Christian restera 20 minutes allongé sous une caméra très performante appelée Gamma Caméra. Grâce au produit qu'on lui a injecté pendant l'effort, la caméra peut détecter les rayons émis par son cœur. Par la suite, un ordinateur va utiliser une série de formules mathématiques complexes pour construire des images du cœur d'après les rayons gamma détectés. Un médecin nucléaire interprète les images et peut, en fonction, demander des examens complémentaires effectués 2 heures plus tard. Quant à la radioactivité qui se trouve dans le corps du patient, elle va rapidement s'atténuer. Quand il sort de chez nous, on va dire qu'il a éliminé une bonne partie de ce qu'on lui a administré, mais qu'il va être effectivement quand même un petit peu irradiant pour son entourage. Donc on lui conseillera d'éviter le contact rapproché et prolongé avec une femme enceinte ou des enfants en bas âge qui n'auraient aucun bénéfice. C'est un principe de précaution. Ce n'est pas dangereux, mais comme il n'y aurait aucun bénéfice à ce que ces gens soient exposés au rayonnement ionisant, on donne donc les consignes particulières au patient quand il sortira du service. Le personnel médical doit également suivre à la lettre des règles de radioprotection lors des examens. Savoir rester à distance du patient, même quand on injecte le produit, voire mettre un écran entre le patient et lui grâce à un tablier de plomb par exemple. Tout le personnel soignant est obligatoirement équipé d'un dosimètre, un appareil extrêmement perfectionné qui mesure en continu le taux de radioactivité rencontré. Vous avez ici le taux de radioactivité que j'ai rencontré, qui est de l'ordre de 385, c'est-à-dire de 400 microsieverts. Nous savons, or je vis dans un milieu de médecine nucléaire, or on sait qu'il y a un risque qui est un peu théorique, mais qui est un risque, au-delà de 5 millisieverts, c'est-à-dire beaucoup plus. Néanmoins, on prend des précautions, c'est extrêmement drastique. Mais là, vous avez des courbes qui permettent de suivre au jour le jour l'évolution de la radioactivité, même des pics de radioactivité. Le service de médecine nucléaire de l'hôpital Nord accueille chaque année plus de 1000 patients. Le but n'est pas uniquement de soigner les problèmes cardiaques, mais aussi de les éviter, en essayant de diminuer les facteurs de risque comme le tabac, l'hypertension artérielle ou le diabète. Alors tout à l'heure on a donné un chiffre, donc en fait la cardiologie nucléaire représente 26% de l'activité du service de médecine nucléaire. C'est ça, en fait vous recevez beaucoup plus de patients. La médecine nucléaire, comme on disait tout à l'heure, s'applique à beaucoup d'autres indications et la cardiologie nucléaire c'est un quart de notre activité globale à l'hôpital. Alors quand on voit ces épreuves d'effort, on se dit que ça peut être peut-être dangereux pour un patient qui a le cœur fragile. Vous avez eu des cas justement où ça ne s'est pas bien passé, ou est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les critères en fait qui permettent de faire ces examens, Gérard Faugère ? Les critères, c'est d'abord de prévenir plutôt que de guérir. Et pour cela, tout le monde pense toujours à la fameuse histoire de M. Goscinny, bien sûr. Ça n'arriverait plus de nos jours parce que ça a l'air très simple. Tout
tout tourne autour du patient de façon simple. Mais en fait, tout est assez professionnel, précis, etc. On ne fait pas une épreuve d'effort à n'importe qui. Maintenant, il est vrai que dans ceux qu'on fait en médecine nucléaire, il y a des patients très fragiles, avec un certain nombre de précautions, mais de toute façon, l'utilité de l'examen doit être importante pour qu'on le fasse quand même. Et puis, ça fait 35 ans que je fais des épreuves d'effort et j'ai une petite habitude quand même. Alors justement, ces examens, comment ça se passe en fait? Donc on l'a dit, il y a une injection de composés nucléaires, si on peut dire. Ça prend un certain temps. Le patient arrive, si vous devez nous expliquer un peu, justement, un petit peu le déroulé. Alors pour le parcours du patient, le patient se présente dans le service et l'examen va se dérouler en plusieurs étapes. Donc il y a une première étape qui va être l'accueil du patient auprès du cardiologue. Généralement, c'est M. Faugère qui est là pour s'occuper des patients. Et il va leur faire une épreuve d'effort parce qu'on veut étudier le débit sanguin dans les coronaires au maximum de l'effort, en tout cas du maximum d'effort que les gens peuvent fournir. Donc soit c'est un effort qu'on va dire physiologique, les gens que vous avez vus sont sur un vélo et pédalent, soit on leur injecte des produits qui vont simuler un effort. Ensuite, quand les gens sont au maximum de leur effort, donc durant cette épreuve d'effort, toujours surveillé par un cardiologue, parce qu'il faut quand même surveiller la tension du patient, sa fréquence cardiaque, voir s'il n'y a pas d'anomalie électrique sur son ECG également, si le patient ne se plaint pas de douleur. Donc au maximum de l'effort, on va injecter un produit, donc produit radioactif, qui va rentrer alors vraiment dans la cellule cardiaque, dans la cellule myocardique. Donc c'est la différence, un examen vraiment qui est fonctionnel. Donc le produit rentre dans la cellule de façon proportionnelle au débit des artères coronaires. On sait que quand on fait un effort, le débit coronaire augmente et on va, en fonction de où va partir cette molécule radioactive au niveau du cœur, on va analyser la distribution, le débit coronaire dans les différentes parois du cœur et on va faire une analyse comme ça. Donc ça, c'est la première partie. Donc première partie qui permet d'avoir du coup une image déjà voilà, avec le produit qui s'est situé à certains endroits. Au niveau du cœur. Donc, première partie, l'épreuve d'effort, on injecte le produit. De suite après l'injection, le patient va en salle d'imagerie sur la gamma caméra et on fait l'acquisition des images. Donc c'est vraiment les images qui correspondent à l'effort que vient de faire le patient. Donc comment est perfusé son cœur à l'effort. Alors est-ce que le patient ressent quelque chose, Gérard Faugère, pendant l'injection justement de ce produit? Non, alors le produit, il ne le ressent absolument pas. Par contre, l'épreuve d'effort peut parfois déclencher des douleurs, ce qu'on appelle d'angine de poitrine. Mais ce qu'il faut savoir, sans inquiéter inutilement, c'est qu'il y a des ischémies, c'est-à-dire des souffrances du muscle cardiaque sans aucune douleur, aucune angine de poitrine, je dirais au moins une fois sur deux, y compris lorsqu'on fait l'épreuve d'effort. Donc ça ne déclenche pas toujours des douleurs dans la poitrine, ça peut arriver, mais il faut voir que l'examen est très utile dans ces cas-là. Et si je peux me permettre juste une remarque par rapport aux produits qu'on injecte, sont vraiment des très faible quantité de produits qu'on va injecter. Il n'y a aucune allergie en fait décrite par rapport à ces produits. Donc il n'y a pas de contre-indication d'allergie par rapport aux produits radiotraceurs en tout cas qu'on injecte. On peut avoir des contre-indications par rapport à certaines molécules, notamment pour créer le stress avec des produits pharmacologiques, mais la molécule radioactive en elle-même ne crée pas d'allergie, n'est pas toxique pour le patient en termes chimiques. Donc c'est assez... Il y a une innocuité pour le patient. La seule chose qu'il faut savoir, c'est comment on utilise des rayons. C'est-à-dire que le patient va émettre des rayons, donc il y a certaines contre-indications qu'on va garder. La femme enceinte, on ne va pas faire d'examens qui sont ionisants chez une femme enceinte. Et de toute façon, en médecine nucléaire, dans le monde de la radiologie en général, et dans tous les milieux d'imagerie, tous les examens utilisant des rayonnements doivent être bien justifiés et bien optimisés. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on utilise une bonne indication, que l'enjeu encouru par l'examen soit toujours bénéfique pour le patient. Justement, là, si on devait dire la dose qui est reçue par le patient, c'est très minime. En fait, ça représente quoi par rapport justement à peut-être un examen d'une radiographie que fait quelqu'un? Alors, la dose que va recevoir le patient va varier un petit peu en fonction du produit qu'on va utiliser et du temps de l'examen. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai expliqué qu'il y avait d'abord l'épreuve d'effort, un premier passage sous la caméra. Parfois, il peut être nécessaire d'avoir un deuxième passage sous la caméra, ce qu'on appellera l'imagerie de repos, après avoir fait l'imagerie juste d'effort. Et parfois, il est nécessaire de réinjecter un petit peu de produit. Donc, de façon globale, quand même, quand on parle de dose, l'échelle qu'on utilise pour la dose, c'est une échelle un petit peu scientifique, on appelle ça les millisieverts. Il faut savoir que l'irradiation annuelle d'une personne à Marseille, par exemple, c'est de l'ordre de 2,5 millisieverts.
ça donne un bon indicateur de comparaison. Et quand on va faire une scintigraphie myocardique, on va être irradié pour cet examen d'imagerie médicale entre 3 et 15 millisieverts à peu près. Pour avoir un index de comparaison, dans le monde de la radiologie, quand vous allez faire un scanner abdominal ou un scanner thoracique, notamment un scanner abdominal, vous allez avoir une irradiation qui est de l'ordre de 10 à 20 millisieverts. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on est en médecine nucléaire, avec le mot nucléaire qui peut parfois faire un petit peu peur, quand on est dans le monde de l'imagerie, que ce soit dans le côté radiologique ou dans le côté de la médecine nucléaire, on utilise des irradiations qui sont à peu près du même ordre et on n'est pas très irradiant dans la médecine nucléaire, notamment dans ce domaine-là. C'est des très petites quantités. Mais du coup, d'où viennent ces isotopes en fait comment ils arrivent chez vous? Alors, on va voir d'ailleurs peut-être des images donc des personnes qui s'occupent de les préparer. Donc c'est des... alors on les verra un petit peu après. D'accord. Donc le produit, comme on disait voilà, tout à l'heure, voilà, on les voit. Donc là on voit au fond, dans ce qui était en blanc, là ça s'appelle une enceinte plombée. Donc comme ce sont des produits qui émettent des rayonnements, il faut travailler dans un milieu un petit peu confiné où on a tout est plombé pour protéger le personnel qui travaille tous les jours là, pour éviter qu'ils prennent trop de rayonnement. Donc là on voit une manipulatrice radio qui prépare une dose et qui tire une seringue qu'elle va ensuite injecter au patient. On a des activimètres assez précis qui permettent de mesurer la quantité de façon très précise qu'on va injecter au patient. Comme on disait tout à l'heure, il faut vraiment optimiser la dose pour avoir vraiment la dose la plus basse possible à injecter au patient pour moins irradier, mais aussi qu'elle nous permet de faire des images de bonne qualité pour lui. Donc c'est des gants, voilà, des boîtes un petit peu... Donc, tout est plombé en fait pour limiter que les rayons qu'il y a au niveau des seringues sortent de la boîte plombée et à irradier le personnel. Et ensuite, pour savoir comment ils sont produits, on disait tout à l'heure, en intro, je disais, il y a la médecine nucléaire, on a un radiotraceur, il y a un marqueur, une molécule froide et une molécule radioactive et un vecteur qui est la molécule qu'on va distribuer. Et généralement, on a dans le service, tous les jours, soit on le reçoit, soit on a ce qu'on appelle des générateurs qui vont nous permettre de fabriquer cette molécule radioactive qui est le technétium souvent, auquel on va attacher une molécule qu'on appelle le MIB ou la tétrophosmine, qui vont nous permettre de voir un petit peu où va partir ce technétium. Du coup, c'est un service où il y a vraiment énormément de spécialités qui travaillent ensemble. Si vous devez me dire un mot un petit peu sur qui sont les personnes que vous côtoyez tous les jours, Gérard Faugère. Mais le service, pour l'hôpital, il paraît une cellule à part. Mais en fait, c'est une grande famille. Et avec chacun a une tâche complémentaire des autres, très, très compétent, très professionnel. Même si, comme ça paraît être très simple et tout le monde est souriant et essaie de faire rire les patients, etc. Mais c'est aussi bien ceux qui préparent le produit que vous venez de montrer, c'est-à-dire d'abord les pharmaciens spécialisés dans ces radioéléments, les manipulateurs et manipulatrices, parce que c'est pour toutes chez nous des filles actuellement, les médecins, il y a des médecins nucléaires et puis il y a des médecins pas nucléaires comme moi. Et puis après, il y a tout le personnel nécessaire à l'entretien d'une structure, ne serait-ce que de pousser des brancards, etc. Mais ce qui est important, je crois, c'est de comprendre qu'il n'y a rien d'affolant parce que tout est parfaitement sous contrôle. C'est comme la radioactivité, elle est parfaitement sous contrôle et là, tout est contrôlé. Alors, est-ce que cet examen permet, donc celui qu'on vient de voir, la scintigraphie myocardique, de pronostiquer la survenue d'un événement cardiaque, d'un infarctus chez un patient, de lui dire, par exemple, tiens, il va falloir surveiller, comment ça se passe? Ça peut, comme ça, dépister un peu? Alors c'est vrai qu'il y a vraiment deux grandes indications de la scintigraphie myocardique. Il y a un grand cadre qui est le cadre diagnostique, c'est-à-dire on suspecte que le patient a une pathologie coronaire, c'est-à-dire des plaques d'athérome sur ses artères qui sont un petit peu bouchées, donc qui vont diminuer son débit sanguin au niveau des artères coronaires. Donc il y a tout ce cadre-là qui est le diagnostic de savoir si le patient a une pathologie coronarienne sous-jacente. Donc si il a une pathologie coronarienne sous-jacente, une souffrance montrée par la scintigraphie, nous on va ensuite l'adresser au cardiologue qui fera éventuellement des gestes à type de coronarographie pour mettre en évidence la présence d'une plaque. Et après il y a un deuxième pan qui est le côté du patient que l'on connaît être coronarien, qui a déjà un infarctus connu, donc qui a risque, on va dire, de faire de nouveaux infarctus ou d'avoir d'autres problèmes cardiologiques. Et ce patient-là, il y a un côté un petit peu pronostic, c'est-à-dire que si un patient a déjà une atteinte, on va pouvoir vérifier s'il a eu de nouvelles atteintes ou pas et pouvoir orienter son parcours de santé. Ensuite, il y a des patients aussi qui ont beaucoup de facteurs de risque. On pense qu'eux ont une coronaropathie sous-jacente et le fait de faire l'examen chez ces gens-là, s'il est négatif,
une valeur pronostique négative qui est très importante, on peut leur dire, malgré tous les facteurs de risque que vous avez un très faible risque de faire un événement cardiaque, c'est-à-dire un infarctus ou un engorde, une angine de poitrine dans les 2 ans à venir. Et ça, vraiment, la puissance de la médecine nucléaire, elle est là, c'est que chez le patient qui a un examen qui est normal, donc c'est vraiment la valeur négative de l'examen, qui est un examen qui est normal, ce patient a un très faible risque d'avoir un événement cardiaque. Il avait été montré que même le patient qui a des lésions coronaires, c'est-à-dire de l'athérome sur ses coronaires, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des coronaires qui sont un petit peu bouchés, si ce patient-là fait une scintigraphie myocardique et que son débit coronaire montré par la scintigraphie, par ce test fonctionnel, est tout à fait normal, ce patient ne va pas faire d'événement coronarien. Alors que si on prend un autre patient qui a les mêmes lésions coronaires, mais pour lequel la scintigraphie, l'examen fonctionnel est positif, celui-là, il faut s'en occuper rapidement. D'accord, donc un examen clé. Et je crois que c'est un examen qui se pratique partout en France, mais de la même manière, c'est ça, c'est toujours codifié exactement pareil. Du coup, ça permet, si le patient change de ville, d'avoir toujours le médecin des données concrètes qui sont très fiables, oui, finalement. C'est très peu. L'examen lui-même est pratiquement pas ce qu'on appelle, nous, opérateur dépendant. C'est-à-dire les images, pour vous, pour moi, pour lui, ces mêmes images, de Lille à Marseille, c'est pareil. Après, il y a des problèmes d'interprétation, mais qui sont minimes, si vous voulez, mais c'est très peu variable avec une région ou autre. Mais je voudrais insister sur cet aspect pronostic que vous avez soulevé, parce que c'est un des rares examens en médecine cardiaque, notamment, qui soit à la fois diagnostic et pronostic. Pronostic, c'est vraiment très important, parce que nous, ce qu'on demande, c'est pas simplement de vous dire vous avez une maladie cardiaque, c'est de vous dire comment vous allez pour le futur. Alors justement, on approche de la fin de l'émission. Donc les avantages de cette technique et peut-être ce qu'on en attend à l'avenir, justement, quels sont-elles ? Alors, les avantages de la technique actuellement, c'est que avec un examen qui est peu irradiant, on donne une information qui est fonctionnelle. On est la seule spécialité à pouvoir donner cette information avec peu d'irradiation. Donc ça, c'est assez important. Vers quoi on s'oriente d'abord sur une évolution technique, on va dire. Donc ça, c'est un petit peu un jargon particulier où les gamma-caméras vont évoluer. Quels sont les intérêts de ces évolutions ? C'est que les patients, on va être amené à moins injecter de produits, donc on sera moins irradiant avec les nouvelles générations de machines qui arrivent. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour le patient. On aura des images d'aussi bonne qualité, voire un petit peu meilleures, donc c'est très bien. Après, il y a un deuxième pan qui est, on ne fait pas en cardiologie nucléaire, on ne fait pas que de la scintigraphie de perfusion coronaire, on touche beaucoup d'autres aspects. Donc, il faut savoir que on parle du muscle cardiaque. Donc, ce muscle cardiaque, il faut qu'il soit perfusé pour fonctionner. Donc, c'est tout ce qu'on a vu dans la scintigraphie de perfusion. Mais il faut aussi qu'il reçoive une innervation, une commande neurologique, nerveuse pour pouvoir fonctionner. Et ça, il y a d'autres aspects, ce qu'on appelle, nous, la scintigraphie MIBG, c'est de l'innervation adrénergique. C'est un petit peu complexe, mais ça nous permet de boucler complètement la fonction cardiaque. Il y a à la fois l'innervation cardiaque, la MIBG cardiaque, et de l'autre côté, la perfusion cardiaque. Cette MIBG cardiaque a également une valeur pronostique très importante chez le patient insuffisant cardiaque. Alors juste avant de conclure, pour faire un petit lien, si on peut, avec l'actualité, donc là on parle beaucoup dans les médias donc de nucléaire, on a vu récemment une intrusion de militants de Greenpeace dans des installations. Vous, comment vous vous positionnez justement par rapport à ces faits d'actualité ? Est-ce que ça a à voir avec ce que vous faites au quotidien ou justement pas du tout ? A priori, non. Ce sont deux domaines différents, bien que c'est du nucléaire dans les deux. Nous n'avons pas, en tout cas ici, à avoir d'opinion personnelle sur Greenpeace et son activité dans ce cas-là. Mais je crois qu'il faut souligner, c'est que la médecine nucléaire en général, c'est quelque chose d'extrêmement contrôlé et codifié depuis longtemps, et que honnêtement, à part un tsunami, et encore j'en suis même pas sûr, ça ne présente aucun risque pour la population. Ok, merci en tout cas pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette émission. Si vous voulez réagir à l'un des sujets traités ou poser vos questions à nos spécialistes, écrivez-nous à clasanté@lcm.fr. Merci donc à tous les deux d'être venus nous parler de votre spécialité. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau C'est la santé. Excellente journée à tous.